Ceci est une présentation de Lutte ouvrière sur la guerre de sécession aux États-Unis. Nous n'allons pas faire un cours d'histoire sur la guerre de sécession qui s'est déroulée aux États-Unis de 1861 à 1865. Il y a de nombreux livres qui en font l'histoire et certains sont même excellents. Nous allons juste tâcher de répondre à cette question. Est-ce que la guerre de sécession a été menée pour l'abolition de l'esclavage ou pour la domination de la classe des capitalistes sur ce pays ? Cet événement fondamental, la guerre de sécession, et qui est précurseur de la domination des États-Unis sur le monde au XXe siècle, était au fond une guerre entre classes sociales. C'est ce qui nous importe en tant que marxistes, même si elle s'est déroulée à une époque où la classe ouvrière était trop balbutiante dans ce pays neuf pour y jouer un rôle. Depuis sa création à la fin du XVIIIe siècle, au cours d'une guerre d'indépendance contre la puissance coloniale britannique, guerre qui portait de nombreux traits d'une révolution, les États-Unis ont combiné sur un territoire de plus en plus vaste deux systèmes économiques différents, deux modes de production contradictoires. Le pouvoir était accaparé par deux classes sociales en lutte permanente pour le contrôle décisif du gouvernement fédéral de Washington. Dans le sud, c'était la classe des propriétaires terriens, planteurs de tabac, de sucre et surtout de coton, qui détenait le pouvoir économique et politique. Sa puissance était basée sur la propriété des terres les plus fertiles, et sur l'esclavage de 4 millions de Noirs qui travaillaient dans ces plantations. Arrachés de force à leur Afrique natale, les survivants de l'affreux voyage transatlantique étaient vendus au plus offrant à un prix qui variait selon le sexe, l'âge, la condition physique, bref, selon le profit que le propriétaire acheteur pouvait espérer tirer de leur travail ou de leur descendance. À l'intérieur même des États-Unis, bien des esclaves étaient revendus, leurs liens familiaux brisés. Ils étaient brutalisés, tués au travail, les femmes violées, les enfants maintenus dans l'illettrisme et l'ignorance, etc. Disons juste au passage que cette exploitation cruelle est à l'origine du racisme que les Noirs subissent encore aujourd'hui dans ce pays. Au début du XIXe siècle, dans le monde occidental, incluant les deux rives de l'océan Atlantique, l'esclavage comme mode d'appropriation du travail d'autrui était en général en déclin au profit du travail salarié. Du moins dans les régions où l'économie était de plus en plus engagée dans la révolution industrielle et le mode de production capitaliste, même si, paradoxalement, c'est grâce à 300 ans de ce trafic d'êtres humains à grande échelle que des générations de commerçants et d'armateurs négriers enrichis ont donné naissance à la grande bourgeoisie en Europe. La Grande-Bretagne avait aboli la traite des esclaves en 1808, puis l'esclavage dans ses colonies en 1833. Aux États-Unis, les États du Nord l'avaient aboli les uns après les autres. La traite y était aussi interdite depuis 1808, bien que des navires négriers continuaient à amener des esclaves clandestinement sur les côtes des États du Sud. Mais l'essor de l'industrie textile en Grande-Bretagne, puis dans le nord-est des États-Unis, ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre, en créant une très grande demande de coton, a bouleversé l'économie américaine à partir des années 1830. La production dans le sud des États-Unis est passée de 720 000 balles de coton en 1830 à presque 5 millions en 1860, à la veille de la guerre de sécession. À ce moment-là, les exportations de coton comptaient pour 60% de la valeur totale des exportations des États-Unis. L'extension des surfaces plantées en coton était dès lors une puissante motivation pour l'expansion territoriale vers l'ouest. L'abolition de l'esclavage par le Mexique, en 1829, avait été une des raisons majeures pour les planteurs américains installés au Texas de fomenter la sécession de cet immense territoire. Ils en ont fait une terre esclavagiste que finalement les États-Unis ont annexée en 1848 avec toute la moitié nord du territoire mexicain en conclusion d'une guerre de conquête victorieuse. Le roi coton, comme on l'appelait, était devenu un facteur économique et politique de premier plan, permettant à la puissance de la classe des grands planteurs d'être régénérée. Malgré cela, l'évolution économique générale du monde vers l'extension du capitalisme industriel avait tendance à mettre la société rurale et agricole du Sud à l'écart du progrès et à la remorque des pays industriels en plein essor. L'agriculture perdait de son importance relative à l'époque de la multiplication des machines à vapeur et des chemins de fer naissants. Alors que l'essor de la bourgeoisie venait avec la transformation profonde de la société, le développement des transports, l'accroissement de la population des grandes villes, la naissance de la classe ouvrière, etc.,
eh bien la richesse des planteurs ne développait pas les régions qu'ils dominaient. Au contraire, l'esclavage était un frein à l'innovation technologique, un frein à la course à l'accroissement de la productivité sous l'aiguillon de la concurrence, qui révolutionnait en permanence l'industrie, un frein à la mobilité de la main-d'œuvre vers les secteurs économiques d'avenir. Le déséquilibre économique entre les deux sections du pays s'accroissait d'année en année. Le nord dominait de plus en plus le sud, en termes de population, de production métallurgique, de kilomètres de chemin de fer, de développement des banques, du crédit, etc. Le nord étendait aussi son mode de production capitaliste vers l'ouest, où une fois les tribus indiennes écartées, bien souvent dans le sang, des pionniers étaient suivis de mineurs et de cultivateurs libres à la recherche de terres pour leurs fermes familiales, et dont la production élargissait sans cesse les sources d'approvisionnement des usines de Nouvelle-Angleterre, tout en leur fournissant un marché en expansion pour y écouler leurs produits. La ruée vers l'ouest pavait la voie pour un développement capitaliste rapide qui, en fin de compte, accroissait la puissance de la bourgeoisie du Nord-Est, incarnée par les armateurs, dont les navires étaient de plus en plus actifs dans le commerce transatlantique, et bien sûr aussi par les banquiers de Wall Street. Le mode de production dont cette sorte d'aristocratie du Sud, aristocratie sans titre de noblesse et sans monarchie, mais possédant d'immenses terres, eh bien le mode de production du Sud tirait ses richesses, dont le Sud tirait ses richesses, était une impasse, condamnée par l'essor capitaliste général du XIXe siècle. Ces propriétaires d'esclaves s'arc-boutaient d'autant plus à leurs privilèges et leurs représentants politiques aux positions qu'ils détenaient dans la conduite des affaires de l'État fédéral basé à Washington. Basé sur un compromis entre les États du Sud dominés par les grands planteurs esclavagistes et ceux du Nord dominés par la bourgeoisie commerçante et industrielle, le pouvoir fédéral était en équilibre instable entre ces deux classes sociales dominantes à l'intérêt de plus en plus divergent. La Constitution américaine de 1787, au moment de l'indépendance, utilisait les esclaves pour renforcer leur oppression et le pouvoir de leur maître, en stipulant dans un de ses articles que le nombre des représentants des États au Congrès fédéral était proportionnel au nombre d'hommes libres, plus 3/5 de toutes les autres personnes. Et toutes les autres personnes désignaient hypocritement les esclaves, mais pas les femmes ni les Indiens qui n'étaient pas non plus considérés comme des citoyens. En 1846, les États du Sud obtinrent que les droits de douane américains soient bas, ce qui défavorisait l'industrie naissante en Nouvelle-Angleterre qui voulait se protéger des produits industriels anglais, mais par contre favorisait les exportations de coton du Sud vers la Grande-Bretagne. La classe des planteurs du Sud avait de plus en plus la main sur les leviers du pouvoir à Washington, présidence, congrès, cour suprême, etc. Pourtant les planteurs étaient en fait complètement dépendants économiquement du développement capitaliste. Et plus cette dépendance s'accroissait, plus ils avaient besoin de la béquille de l'État fédéral pour rivaliser avec la bourgeoisie du Nord. En 1850, une loi fédérale réaffirma l'obligation de tout État fédéré de capturer les esclaves fuyant leurs propriétaires et aller leur livrer comme de quelconques marchandises. Les fugitifs ne pouvaient espérer alors trouver un havre de paix dans les États du Nord. Cette disposition révoltait les partisans de l'abolition de l'esclavage, car elle mettait les institutions des États du Nord au service des esclavagistes. En 1854, les abolitionnistes entraînèrent la population de Boston dans le Massachusetts dans une émeute contre l'incarcération d'Anthony Burns, 20 ans, à la demande d'un propriétaire de Virginie qui voulait qu'on lui renvoie son esclave. 2 marshals furent tués par la foule, avant que la loi martiale ne soit proclamée et que l'armée fédérale n'assure l'ordre esclavagiste dans cet État du Nord. Alors, le sort dramatique des esclaves a débouché sur 2 sortes de résistance de leur part, s'échapper et se révolter. S'échapper des plantations était dangereux et difficile dans un Sud où toute la force publique était organisée pour empêcher les esclaves d'aller et de venir où bon leur semblait. Et puis vers où aller quand on n'était jamais sorti de sa plantation et qu'on ne savait pas lire. C'est pour faciliter l'évasion des esclaves qu'un réseau militant, appelé chemin de fer clandestin, s'était créé. De quoi était constitué ce chemin de fer clandestin?
Eh bien, des maisons abritaient les esclaves en fuite. Des gens les guidaient pour échapper aux patrouilles de miliciens à cheval, pour les amener un peu plus au nord jusqu'à la maison suivante de sympathisants, pour leur faire franchir les fleuves, les limites entre États. Ce réseau menait jusqu'au Canada, où les Noirs étaient enfin libres. Harriet Tubman, une femme noire qui avait fui elle-même l'esclavage en 1849, a personnellement conduit 19 expéditions dans le sud et guidé près de 300 esclaves vers la liberté. Ces activités clandestines s'appuyaient sur un mouvement abolitionniste grandissant dans le Nord. Parmi ses dirigeants, on peut citer l'ancien esclave Frederick Douglass, dont certains ont lu l'autobiographie, ou le blanc William Lord Garrison, éditeur depuis 1831 du journal The Liberator et fondateur de la Société anti-esclavage américaine. Les convictions des abolitionnistes étaient diverses, presque toujours teintées de religion. Chaque action illégale des abolitionnistes radicaux contre le pouvoir des esclavagistes était déplorée par l'aile modérée de ce mouvement, qui pensait que cela n'aboutissait que à radicaliser le clan esclavagiste, qui défendait cette exploitation d'un autre âge becs et ongles, et que cela rendait les pressions politiques du Nord inopérantes à Washington. Quelle que soit l'activité et les idées des abolitionnistes au Nord, des esclaves se révoltaient. Et si aucune révolte ne s'est généralisée aux États-Unis et n'a pu déboucher sur l'émancipation, on peut citer parmi les plus importantes celle de 1811 en Louisiane, où 25 esclaves dirigés par Charles Deslondes s'insurgèrent et entraînèrent une centaine d'autres prêts à prendre la Nouvelle-Orléans avant d'être réprimés et exécutés dans les semaines suivantes, ou bien celle de 1831 en Virginie, où Nat Turner et 70 de ses compagnons se soulevèrent, tuèrent une soixantaine de Blancs, avant d'être aussi capturés et exécutés dans les mois suivants. John Brown, lui, n'était pas un esclave, mais un blanc farouchement opposé à l'esclavage, militant et dirigeant d'un groupe d'abolitionnistes radicaux, mêlant noirs et blancs. Sa maison était une étape du chemin de fer clandestin. Il mit sur pied une école pour noirs. En 1856, il participa à la guerre civile qui eut lieu dans le territoire nouvellement colonisé du Kansas. Le Kansas était en théorie un territoire libre, c'est-à-dire où les colons pouvaient ainsi fonder leur ferme familiale sans craindre de tomber sous la coupe de grands propriétaires esclavagistes, s'accaparant les meilleures terres et aussi le pouvoir politique. Le Kansas est situé au nord de la ligne Est-Ouest, définie en 1820 par le compromis du Missouri. Or, le pouvoir de Washington, en 1856, venait de décider que le Kansas puisse, malgré cela, devenir esclavagiste. Ainsi encouragés, les esclavagistes pénétrèrent au Kansas en détruisant les fermes des pionniers libres venus du Nord. Deux camps s'affrontaient au Kansas, violemment. Brown y convoya un chargement de Bibles. En fait, c'étaient des armes cachées dans des caisses qui portaient l'étiquette Bible. L'achat de ces armes avait été financé par les riches abolitionnistes de Nouvelle-Angleterre. John Brown les utilisa pour tuer des esclavagistes. Et quand le Kansas devint un État libre, c'est-à-dire un État où l'esclavage était interdit, il avait déjà quitté cette région-là pour fomenter une révolte d'esclaves plus à l'est. Son idée était de soulever une région montagneuse du sud, les Appalaches, région peuplée surtout de petits fermiers blancs, potentiellement hostiles aux grands propriétaires terriens esclavagistes des plaines. Il faut voir que les 4 millions d'esclaves du Sud étaient la propriété de seulement 380 000 propriétaires sur les 8 millions de Blancs qui y vivaient. Et que seuls 1733 propriétaires possédaient plus de 100 esclaves. C'étaient les véritables profiteurs de ce système. Et c'était eux qui dominaient politiquement le Sud. En 1859, John Brown et ses 20 compagnons, noirs et blancs, attaquèrent l'arsenal fédéral de Harper's Ferry en Virginie. Mais les esclaves de la région ne se joignirent pas à eux, pas plus que les fermiers blancs. Le raid fut réprimé, la moitié du groupe de Brown fut tuée, dont 2 de ses fils. Lui-même fut capturé, jugé pour trahison et pendu. La répression avait été dirigée par un officier, connu quelque temps plus tard pour être le grand général sudiste Robert E. Lee. L'exécution de John Brown accrut la tension entre le Nord et le Sud. Un autre point de tension, encore plus important, était la montée du nouveau parti républicain d'Abraham Lincoln, mis sur pied pour représenter les intérêts de la bourgeoisie nordiste, qui voulait mettre des bornes au pouvoir des planteurs sudistes
et à l'extension de l'esclavage dans de nouveaux territoires vers l'ouest. Ce n'était pas la domination des esclavagistes sur les États du Sud qui mettait en danger la bourgeoisie industrielle. Après tout, bien des États comprennent des régions agricoles restées à l'écart de l'essor industriel. C'était le pouvoir sur l'État fédéral de cette classe de propriétaires terriens aux intérêts différents des siens qui était un grand obstacle sur la voie du développement de la bourgeoisie américaine, surtout face à ses concurrents européens. Toutefois, ce n'est pas la bourgeoisie du Nord qui a entrepris de régler ce problème par la guerre. Ce sont les planteurs du Sud, défendant leur pouvoir, qui n'ont pas supporté de voir la présidence leur échapper quand l'élection présidentielle de novembre 1860 a porté le républicain Lincoln au pouvoir. Avant même qu'il ne soit intronisé président, 7 États du Sud avaient fait sécession. L'immense majorité des hommes du Sud en poste dans l'appareil d'État fédéral choisirent de rompre avec Washington. De nombreux officiers quittèrent l'armée fédérale pour organiser des milices et des régiments dans le Sud. Profitant de la passivité complice du président sortant, ils saisirent des arsenaux et des casernes. Dès que Lincoln fut intronisé, ils tirèrent le premier coup de canon de la guerre civile en avril 1861 contre le fort fédéral Sumter, situé devant Charleston, en Caroline du Sud, État qui était le centre de la sécession. Les riches planteurs, tenant fermement le pouvoir dans les États esclavagistes, firent taire de force les voix de ceux qui ne voulaient pas rompre avec le reste du pays. Au nom de la préservation du mode de vie sudiste et du droit de chaque État à garder le contrôle de sa politique, y compris en contradiction avec les décisions de l'État fédéral, ils réussirent à mobiliser derrière eux les petits blancs pauvres, ne possédant pas d'esclaves, et en réalité marginalisés par l'accaparement des meilleures terres par les riches planteurs. Ils en firent des soldats, commandés par des généraux possédant des esclaves, qui eux savaient très bien pour quels intérêts ils se battaient. Au nord, Lincoln riposta au bombardement de Fort Sumter par la levée de 75 000 volontaires pour 3 mois. Il espérait que cela amènerait les dirigeants sécessionnistes à rechercher un compromis, comme par le passé. Il n'en fut rien, cela précipita la sécession de 4 autres États. Dans le nord aussi, des régiments se levaient pour la guerre. La première grande bataille de la guerre de sécession, à Bull's Run en Virginie, en juillet 1861, à 60 km de Washington, mit aux prises 18 000 nordistes avec autant de sudistes. Elle fit 800 morts et 4 000 blessés. Les sudistes l'emportèrent. Il n'allait pas être facile pour le pouvoir fédéral de reprendre pied dans le Sud. Les hommes d'État du Sud savaient que conquérir le Nord, avec son industrie et sa population plus importante, était hors de leur portée. Ce qu'ils espéraient, c'est que quelques victoires militaires leur permettraient de tenir les armées du Nord à distance et décideraient la Grande-Bretagne et accessoirement la France de Napoléon III à s'immiscer dans le conflit de leur côté, ou bien du moins de parrainer un compromis entre les deux sections du pays. Ils espéraient que la marine britannique romprait le blocus des ports du Sud par la marine fédérale pour que les exportations de coton reprennent. Ils espéraient ainsi contraindre le Nord à renoncer à la guerre et gagner leur indépendance en position de force pour agrandir vers l'ouest le royaume du coton et de l'esclavage. De leur côté, ni la bourgeoisie du Nord, ni les républicains de Lincoln n'avaient voulu ce conflit. Mais ils ne pouvaient pas reculer devant la guerre, car perdre le Sud, et peut-être l'Ouest, c'était réduire considérablement les perspectives d'avenir du capitalisme américain. Le Nord mena donc la guerre, mais il garda longtemps ouverte la possibilité d'un compromis avec les dirigeants du Sud. Lincoln déclara que les États esclavagistes qui choisiraient de rester fidèles à l'Union pourraient conserver l'esclavage. À l'été 1861, un général du Nord, dont l'armée stationnait au Missouri, avait signé une proclamation confisquant les propriétés des rebelles sudistes et libérant leurs esclaves dans cet État. Lincoln limogea ce général et annula l'émancipation de ses esclaves, allant à l'encontre des sentiments d'une partie des soldats du Nord qui s'enrôlaient pour en finir avec les esclavagistes et l'esclavage. Les Noirs n'étaient pas les bienvenus dans l'armée du Nord, où nombre des officiers avaient des préjugés racistes. Les Noirs libres, qui s'engageaient tout de même dans l'armée fédérale, ne se voyaient confier que des tranchées à creuser, bien qu'ils soient particulièrement motivés pour se battre contre les sudistes. Profitant des avancées de l'armée fédérale près des plantations où ils étaient retenus, des esclaves s'échappaient pour la rejoindre.
au début de la guerre, il n'y était que toléré sous l'appellation marchandise de contrebande. Lincoln ne voulait pas s'appuyer sur le mouvement abolitionniste, ni sur l'aile radicale du Parti républicain. À l'été 1862, après plus d'une année de guerre, Lincoln répondit ainsi aux radicaux de son parti, je le cite. « Mon but est de sauver l'Union. Il n'est ni de sauver ni de détruire l'esclavage. Si je pouvais sauver l'Union sans libérer aucun esclave, je le ferais. Si je pouvais le faire en libérant tous les esclaves, je le ferais. Et si je pouvais le faire en libérant une partie des esclaves et pas l'autre, je le ferais aussi. » Lincoln espérait restaurer l'alliance de la bourgeoisie avec ceux des esclavagistes acceptant la domination du Nord et la position subalterne que la marche générale de l'économie réservait aux régions agricoles. Mais une classe exploiteuse, comme ses propriétaires d'esclaves, même condamnés par l'histoire, ne lâche pas son pouvoir de bonne grâce sans se battre à mort. La guerre faisait rage sur un immense territoire. Malgré sa supériorité matérielle, le Nord était tenu en échec sur le principal théâtre des opérations dans l'Est, entre la capitale fédérale Washington et celle du Sud, à Richmond, en Virginie. En septembre 1862, la bataille d'Antietam, dans le Maryland, opposant 87 000 nordistes à 2,5 fois moins de sudistes, resta indécise malgré 4 000 morts et plus de 18 000 blessés. Ce désastre incita Lincoln à changer de ligne politique et à déchaîner contre les planteurs toutes les armes dont la bourgeoisie disposait. 5 jours plus tard, il proclama l'émancipation des esclaves au 1er janvier 1863 dans les États qui seraient toujours en rébellion contre Washington à cette date. Enfin, les esclaves pouvaient espérer que la victoire du Nord les délivrerait. Cela les incita d'ailleurs à aider les armées du Nord, qui les autorisait à présent à les rejoindre, comme 200 000 le firent, et affaiblissait d'autant les esclavagistes. La proclamation d'émancipation fut accueillie avec joie par tous les abolitionnistes américains et tous les révolutionnaires d'Europe. Elle donnait raison à ceux qui expliquaient depuis des dizaines d'années que pour briser le pouvoir des planteurs sur les États-Unis, il fallait abolir l'esclavage, qu'il n'y avait pas d'autre voie possible. L'abolition de l'esclavage était une révolution sociale pour tout le Sud, et avant tout pour les 4 millions d'esclaves. Cette révolution a été portée par les masses du Nord qui ont mené la guerre jusqu'au bout, malgré ses horreurs, jusqu'à la complète reddition des esclavagistes. Mais ces fermiers, employés, ouvriers du Nord ont été encadrés de bout en bout par l'armée fédérale aux ordres de Lincoln. Cette révolution s'est faite d'en haut, entièrement sous le contrôle de l'État de la bourgeoisie. Lincoln fit aussi passer une loi ouvrant aux colons libres tous les territoires de l'Ouest. Les fermiers pouvaient réclamer gratuitement la propriété des terres qu'ils cultivaient réellement dans la limite de 65 hectares. C'était un coup porté à la grande propriété terrienne qui dominait le Sud et cherchait à s'étendre vers l'Ouest. Et c'était un moyen d'intéresser à la victoire du Nord la masse de ceux qui voulaient une terre pour eux et leurs familles. Ce tournant s'accompagna de la mise à l'écart des généraux nordistes, partisans du compromis avec le Sud, et dont l'ardeur au combat laissait à désirer. Dès lors, la guerre ne pouvait tourner que en faveur du Nord. En juillet 1863, les nordistes occupèrent la dernière place forte sudiste sur le fleuve Mississippi, coupant le territoire du Sud en deux. Et surtout, ils remportèrent la grande victoire de Gettysburg en Pennsylvanie, où 200 000 hommes s'affrontèrent durant 3 jours, et où on dénombra 50 000 victimes, morts et blessés. En 1864, les armées du Nord pénétrèrent profondément en Géorgie, prirent Atlanta, puis conquérirent la Caroline du Sud jusqu'au port de Charleston, coupant encore une fois le Sud en deux. Elles détruisirent sur leur passage les plantations, sapant les bases mêmes de la puissance de la classe dirigeante du Sud. Au printemps 1865, le Sud perdit sa capitale Richmond. Sa principale armée, celle du général Lee, affaiblie et affamée, dut se rendre, mettant un terme à 4 années de guerre. 3 millions de soldats y avaient participé et 600 000 en étaient morts, sur une population totale de 32 millions d'habitants, ce qui donne une idée du combat acharné que la destruction du pouvoir des planteurs a nécessité. Pour assurer son avenir, la bourgeoisie industrielle a fini par devoir réaliser une seconde révolution après celle de l'indépendance 75 ans plus tôt. La simple élection de Lincoln n'y avait pas suffi. Les rapports entre les classes sociales,
La lutte de classe avait rendu cette seconde révolution bourgeoise indispensable et il avait fallu qu'elle soit menée jusqu'au bout. La victoire de la bourgeoisie s'incarnait dans un État fédéral bien plus fort qu'avant la guerre face aux États fédérés. Dans les années qui ont suivi sa victoire militaire, la bourgeoisie a bouleversé les États du Sud, privant de droits politiques les anciens esclavagistes qui s'étaient dressés contre elle, et permettant à des blancs pauvres et à des noirs d'être élus et de participer à la reconstruction du Sud. L'aristocratie des planteurs avait perdu son pouvoir politique et elle était diminuée économiquement par la perte de ses esclaves, son capital humain. Beaucoup de ces plantations étaient détruites, mais elles gardaient la propriété des terres et les Noirs restaient économiquement dépendants en tant que métayers. C'était la limite de cette révolution bourgeoise par en haut. Débarrassée du boulet de l'esclavage, la voie était libre pour accélérer encore le développement capitaliste aux États-Unis. Assurée de l'avenir, la bourgeoisie et son parti républicain mirent fin, une dizaine d'années après la guerre de sécession, à la phase révolutionnaire de sa conquête de la totalité du pouvoir. Au terme de cette période, qu'on appelle la reconstruction du Sud, l'État fédéral autorisa les grands propriétaires terriens à exercer de nouveau leur dictature sur les États du Sud, en utilisant le racisme pour diviser les pauvres entre noirs et blancs. En conclusion, on peut affirmer que la guerre de sécession a bien été menée pour la domination de la bourgeoisie, et qu'aux États-Unis aussi, l'histoire est celle de la lutte de classe.